Howdy folks, nouveau micro, nouvelle série. Aujourd'hui on va parler d'Alexandria Ocasio-Cortez, l'étoile montante de la gauche populiste américaine. Alors j'ai voulu faire cette vidéo parce que je suis tombé sur plein d'articles très élogieux à propos d'AOC dans la presse française. Et par contre j'ai pas trouvé de contrepoint et comme bien souvent en France, la couverture médiatique est très en faveur des démocrates. Pensez à la présidence d'Obama qui était couverte tellement positivement en France que personne ne comprenait ce que l'on reprochait au pauvre Barack. Come on, man! On fera sans doute une vidéo là-dessus dans le futur. Bref, aujourd'hui on s'attaque à Ocasio-Cortez. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, où je parlerai de plusieurs autres femmes américaines qui mériteraient une meilleure couverture médiatique. Vous êtes sur The American Dream et regardez Trigger Warning. Alexandria Ocasio-Cortez est née en octobre 1989 de deux parents d'origine portoricaine. Il est important de noter que son père est né aux États-Unis et sa mère est née à Porto Rico, qui est un territoire administré par les États-Unis. La famille vit à New York City dans le Bronx jusqu'en 1994. La petite Alexandria a alors 5 ans lorsque sa famille déménage à Yorktown Heights, une banlieue paisible au nord de New York City. Après le lycée, AOC rejoint l'université de Boston où elle obtiendra un bachelor dans la fac de lettres en relations internationales avec une mineure en économie. Petite parenthèse sur les études supérieures aux US, un bachelor dure typiquement 4 ans et un master 6 ans, dans la plupart des cas les étudiants vont poursuivre une matière majeure et mineure. Pensez à la mineure comme une spécialité ou une occasion de prendre des connaissances sur un autre domaine. On pourrait par exemple avoir une majeure en business avec une mineure en économie ou bien une majeure en histoire et une mineure en musique. Dans notre cas, AOC a été diplômée de la fac de lettres en relations internationales avec une mineure en économie. Ce sera important plus tard. Lors de sa deuxième année d'études, son père décède d'un cancer des poumons et les problèmes d'héritage plongent sa mère dans les soucis financiers. Elle rentre alors à New York pour travailler dans un bar à Manhattan en tant que serveuse afin d'aider financièrement sa mère veuve. Nous sommes alors en 2011. Durant la campagne des primaires de 2016, AOC travaille pour la campagne de Bernie Sanders, qui ne remportera pas l'élection, puisque c'est Hillary Clinton qui remporte la nomination démocrate. Après la campagne, elle voyage au travers des États-Unis pour prendre la température de l'Amérique. Au cours de ce voyage, elle reçoit un appel de Brand New Congress, un comité politique américain composé de partisans de Bernie Sanders. Ce comité rassemble des hommes et des femmes politiques avec les mêmes idées, dans le but de pousser l'agenda politique de Bernie et d'aider l'élection de ses sympathisants au Congrès. En 2018, elle se présente à l'élection de député du 14e district de New York. Elle fait face lors de la primaire à Joe Crowley, qui est à ce poste depuis 20 ans, qui n'a jamais fait d'opposition lors de primaires depuis 2004. Elle remporte l'élection à la primaire démocrate pour ce district, avec 57% des voix contre 42 pour Crowley. Il est important de noter qu'à ce moment-là, elle remporte l'élection avec un budget 18 fois moins élevé que son adversaire. Elle remporte ensuite l'élection générale contre le candidat républicain avec 78% des voix, ce qui n'est pas étonnant pour le district qui est majoritairement démocrate. Tout juste élue à la Chambre des représentants, elle présente sa première proposition de législation, le Green New Deal, qui vise à combattre le réchauffement climatique et les inégalités économiques. And today I think is a really big day for our economy, the labor movement, the social justice movement, indigenous peoples, and people all over the United States of America. Alexandria Ocasio-Cortez, bien que représentante d'un petit district de New York, est une figure publique importante du paysage politique américain. Elle est régulièrement questionnée sur ses positions et assume ses idées démocrates socialistes dans la lignée de Bernie Sanders. AOC a appelé à la fin du capitalisme, à la couverture sociale gratuite pour tous, à l'université publique gratuite, à la garantie d'un travail de fonctionnaires à qui ne trouvent pas d'emploi, à l'annulation des dettes étudiantes, à l'abolition de la police aux frontières et à plus de restrictions sur les armes à feu. Voilà pour une description factuelle du personnage. Là j'ai juste lu Wikipédia avec des faits qui sont confirmés par tout le monde. Maintenant on va regarder la couverture qu'elle reçoit en France. Commençons par Le Monde qui le 22 mars 2019 a écrit un article sur AOC, l'étoile montante de la gauche américaine. Ok, donc Alexandria Ocasio-Cortez, l'étoile montante de la gauche américaine, élue au Congrès américain en 2018 à 29 ans et aussi fait vibrer l'aile gauche du Parti démocrate. Venue du Bronx et d'origine portoricaine, elle incarne une génération avide de justice sociale et raciale. Bon, déjà ça commence mal, et c'est un problème qu'on retrouve dans plein d'articles à la fois en France et aux États-Unis. Comme on l'a vu en début de vidéo, AOC ne vient pas du Bronx. Elle y est née, mais sa famille a déménagé dans une banlieue aisée lorsqu'elle avait 5 ans. Moi je sais pas vous, mais mes années maternelles ils ont pas forgé mes idées, j'ai du mal à imaginer l'empreinte que la grande section a laissée pour qu'il y ait une trace si profonde et qu'elle appelle maintenant à la fin du capitalisme. Ah, attendez, en fait, on me dit dans l'oreillette que c'est une technique bien connue de ceux qui rejettent le système. Bah oui, pour se donner crédit, on exagère tout ce qui se rapporte à de l'injustice, victimisation par le système, saupoudrer un peu de lutte des classes. Et aussi est là dans la lignée de la nouvelle gauche américaine, qui se constitue un deck d'oppression, invoquant racisme et conditionnement social, qui constituerait un frein à la réussite aux États-Unis. Cette vague politique ignore qui sont la preuve vivante de l'opposé de ce qu'il dénonce. Chez AOC, on retrouve une femme issue de la classe moyenne, qui devient représentante au Congrès à force de travail et de combats gagnés sur le marché de l'opinion.
Elle vit le rêve américain tout en le critiquant, et comme beaucoup de personnalités de la nouvelle gauche américaine ne s'en rend même pas compte. Bref, pour fixer la vérité, non, AOC n'a pas grandi dans un quartier populaire, malgré ce que l'on peut lire dans les médias. Je ne dis pas qu'elle est déconnectée de la réalité, juste que le portrait de la petite fille du Bronx qui s'érige en femme d'influence nationale n'est pas la réalité. Et puis bon, c'est quand même pas sympa pour ses parents qui ont travaillé dur toute leur vie pour que la famille puisse habiter dans un meilleur quartier. Ça doit pas être sympa de voir ses enfants rejeter tous ces efforts juste pour dire qu'ils ont vécu en cité pour gagner du street cred. J'en profite pour souligner l'abus complet de l'article Wikipédia en français qui précise même pas que sa famille est déménagée à Yorktown. Là, c'est complètement abusé. Enfin, je veux dire, personne ne remet ça en cause, à part que elle pousse qu'elle vient du Bronx pour légitimiter sa connexion avec les quartiers populaires. Là, pour être tout à fait franc avec Le Monde qui a publié cet article, la vérité se trouve derrière le paywall. En fait, si tu payes 10 balles par mois, tu peux voir la vérité. On peut alors lire « Devenu architecte, son père acquiert une petite maison dans la lointaine banlieue de New York. Ce déménagement, lorsqu'elle avait 5 ans, permet à la petite Alexandria de fréquenter de meilleurs établissements scolaires. » Donc ouais, la vérité se trouve plus loin, mais si t'es pas abonné au Monde, tu le verras pas. Et en fait, faut pas mentir, la majorité des gens vont lire la headline et on se dira « Ah bah c'est quelqu'un qui vient du Bronx, qui s'en est sorti », et c'est pas la réalité. Donc ici, la nuance se cache derrière un abonnement à 10€, c'est quand même dommage. On continue l'histoire avec AOC à l'université. Donc Le Monde nous dit « Elle a réussi des études plutôt brillantes d'économie et de relations internationales à l'université de Boston. » Ok, mais là encore, c'est pas vrai. Ocasio-Cortez a fait des études de lettres en relations internationales avec une mineure en économie. C'est pas vraiment la même chose. Pour prendre l'exemple des relations internationales en lettres, les étudiants vont choisir des cours orientés sciences humaines et sociologie, là où en fac de sciences, ce seront des cours de mathématiques et de biologie. Bref, en lettres, on se retrouve dans des classes avec des bolcheviques de carrière qui n'ont jamais travaillé dans le privé de leur vie, là où en sciences, on fait des maths bien velues. Puis c'est quoi cette histoire d'études brillantes en économie? On l'a vu avant, et aussi a fait une mineure en économie. Dans son université, c'est 2 heures par semaine max, en fac de lettres, et ça doit pas aller très loin. Non, encore une fois, on a une exagération des médias qui mettent en avant des compétences en économie comme si elle avait écrit une thèse sur les dangers du capitalisme. Alors, soyons francs, elle est restée assise dans un cours de gauchiste 101, et il suffit d'écrire « Ah, il y a des inégalités » en conclusion, et à chaque devoir pour avoir 20 sur 20. Moi, j'ai l'impression que ce sont plus ces 4 ans à Boston University qui l'ont poussé à devenir anticapitalisme et pas les 3 ans de maternelle dans le Bronx. Là encore, le Wikipédia français fait aucune nuance et AOC est officiellement connue par les francophones comme la boss américaine de l'économie. Bref, continuons l'article. On nous parle alors du Green New Deal, la première proposition de loi d'AOC. Ce texte a été critiqué à gauche comme à droite. Les républicains le qualifient de torchon législatif et les démocrates sont eux plus gentils et le qualifient d'utopique. Formulation gentille pour dire que c'est un tas de bêtises, mais bon, c'est à cause du système que ça passe pas, parce qu'on n'est pas prêt et ça faudra prendre plus de temps. They introduced the so-called Green New Deal. It sounds like a high school term paper that got a low mark. Bref, le Green New Deal promet de construire un meilleur lendemain dès aujourd'hui. Enquêtons. Donc là, on nous dit atteindre 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030 et une complète décarbonisation d'ici 2050. Ok, très bien. Donc on arrête le chômage en créant 20 millions de nouveaux jobs. Donc alors la bonne chance dans un pays avec 3,5% de chômage. Donc ensuite, on nous parle d'investir 16 000 milliards de dollars dans l'économie. Donc on fait le parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale, qui était un effort. Et là, on nous dit qu'on va essayer d'inclure les Noirs, les Indiens et toutes les communautés minoritaires qui sont systématiquement exclues. Ok. Ensuite, on nous promet qu'on va aider les travailleurs qui travaillent dans les énergies fossiles, en les aidant à retrouver un emploi. Ensuite, on va déclarer le changement climatique comme une urgence nationale. Ensuite, on dit qu'on va investir dans les fermes. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de chiffres, à part des chiffres délirants de 1 an de PIB américain qui vont être investis dans l'économie. Et ensuite, il y a beaucoup de choses du genre... on va aider les communautés de couleur, les natives américaines, on va aider les gens qui sont handicapés. Enfin voilà. Bon, comme d'habitude, l'économie devient un prétexte au communisme, renforçant le pouvoir du gouvernement, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Honnêtement, j'attends le jour où un candidat va proposer des choses sérieuses pour l'environnement au lieu de produire des torchons appelant la création de 20 millions d'emplois dans un pays avec pas de chômage. Ah oui, et puis ça, c'est la version calme et mainstream du Green New Deal. Faut s'attarder sur le document leaké. En fait, l'équipe d'AOC a également sorti une FAQ, une foire aux questions, Frequently Asked Questions, les plus aberrantes au moment de l'annonce du Green New Deal. Donc on va regarder ça. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce document est sorti. Donc c'est un document qui sort vraiment du cabinet qui a travaillé sur le Green New Deal. Et c'est complètement aberrant qu'ensuite ils ont essayé de dire que « Ah, mais c'est sorti par erreur, on n'aurait jamais dû faire ça, c'était un brouillon. » Alors moi, il faut m'expliquer parce que le document du Green New Deal ne contient pas de FAQ. Là, ça ressemble vraiment à un document hors dossier qui complète le Green New Deal et qui donne des talking points pour les journalistes ou les gens qui veulent répondre à des questions sur le Green New Deal. Donc bon, vous allez très vite comprendre pourquoi le document a été retiré parce que c'est complètement incroyable.
Donc voilà, le document reprend les bullet points du Green New Deal, on retrouve les chiffres qu'on en retrouve dans le document officiel. Moi, ce qui va nous intéresser, c'est la FAQ à la fin. Donc en fait, on nous dit pourquoi est-ce qu'on veut faire 100% clean et renouvelable et pas 100% renouvelable tout de suite. Donc en fait, ils expliquent que c'est un peu compliqué de se débarrasser de toutes les énergies fossiles et donc en fait, ils veulent être carbone neutral avant de plus avoir d'émissions. Donc là, moi, je comprends bien. Donc là, ça nous dit, on a seté le call de net zero, donc carbone neutral, et pas de zéro émission tout court, parce qu'on n'est pas sûr qu'en 10 ans, on arrive à se débarrasser des pets, vaches et des avions. Ok, va falloir qu'on m'explique là. Est-ce que à terme, tu veux te débarrasser de toutes les vaches et des avions? Parce que là, c'est complètement abusé. Enfin... Donc là, ensuite, on nous parle de retrofit every building in America, build a smart grid. Rétrofit dans quoi? Ça tient foutre des panneaux solaires partout? Qu'est-ce qui se passe si j'habite à un endroit où il y a des arbres qui bloquent mon toit? Qu'est-ce qui se passe si j'habite à un endroit où il n'y a pas de soleil tout court? Je veux dire, il y a des gens qui habitent en Alaska où il n'y a pas de soleil 3 mois de l'année. Bon, bien sûr, après on tombe dans tous les délires écologistes où le nucléaire est en dehors de toute question, parce que ce serait quand même dommage d'envisager une énergie qui est complètement propre et qui rejette absolument pas de CO2. Après le reste du document, ça parle de carbon tax, qui va payer pour ça, donc bien sûr on dit ouais, tout l'argent qui part à Wall Street, maintenant ça part dans l'écologie. Donc voilà, au final on arrive à la fin du document et tout ce qu'on entend c'est... Moi je pense que la question elle est vite répondue. Bref, je voulais juste vous passer un petit extrait d'une représentante de Hawaï. Donc Hawaï c'est une île à 3500 km de la côte américaine. Donc on est en train de lui dire qu'il va plus y avoir d'avions et tout ça, et on lui demande si elle supporte le Green New Deal. Donc c'est fascinant. The Green New Deal, you were saying... I think you were joking. Tell me what you were saying in terms of travel, about whether jet fuel. we were trying to get rid of air travel. And I said, well, that's going to make it hard for Hawaii. But what the Green New Deal stands for is a recognition that climate change is happening. So what's really crazy is Trump and all his minions and his ilk who think that global warming and climate change is not happening. Donc bien entendu elle est démocrate, donc elle ose pas dire que c'est pas bien, mais bon elle se pose quand même des questions du genre comment est-ce que je vais arriver sur mon île quoi. Parce que bon Hawaï ça vit du tourisme à balles et donc sans avion, je sais pas si beaucoup de gens vont vouloir faire une croisière pour aller à Hawaï, et surtout une croisière avec des voiliers j'imagine puisqu'on peut plus utiliser de moteur. Bien entendu, les républicains se sont jetés sur l'occasion pour pousser cette législation au vote, sachant très bien que ça n'allait pas passer. I've noted with great interest the Green New Deal. And we're going to be voting on that in the Senate. We'll give everybody an opportunity to go on record and see how they feel about the Green New Deal. On a eu droit à d'excellentes interventions au Sénat, notamment de Mack Lee, sénateur de l'Utah. Je vous passe juste des extraits, mais il faut vraiment que vous alliez la voir, je vais vous laisser un lien en description, c'est 13 minutes de bonheur. After reading the Green New Deal, I'm mostly afraid of not being able to get through this speech with a straight face. I rise today to consider the Green New Deal with the seriousness it deserves. All residents of Hawaii would be left with is this. This is a picture of Aquaman, a superhero from the undersea kingdom of Atlantis. Under the Green New Deal, this is probably Hawaii's best bet. Now, I'm the first to admit that a massive fleet of giant, highly trained seahorses would be cool. It would be really, really awesome. Bon, donc il y a eu un vote, alors regardons le résultat du vote. Première législation DOC, je le rappelle. Le Green New Deal a été approuvé par 0 sénateur et rejeté par 57. 43 sénateurs démocrates, incluant le co-signataire Ed Markey, donc celui qui a signé le Green New Deal, qui a co-signé avec AOC, ont voté absent, tandis que 4 ont ouvertement rejeté la proposition. Donc tous les républicains ont rejeté, plus 4 démocrates. Et le reste ont dit « Ah, bon, on est là, mais on vote absent ». Donc AOC s'est défendue en disant qu'elle leur avait en fait donné l'instruction parce que les démocrates veulent saboter le plan, donc du coup votez tous absents parce que c'est pas la peine. Puis de toute façon, les républicains c'est bien connu, ça essaie toujours de saboter les efforts écologistes au Congrès. Cette histoire résume bien tout le personnage AOC, cette gauche moderne qui construit un deck de victimisation, qui est soutenu par les médias, qui a jamais besoin de débattre de leurs idées. Cette gauche moderne dont les seules actions politiques se résument à un bumper sticker servant à attiser la base sans réellement proposer de solution. Cette gauche moderne qui résume chaque proposition à un hashtag pour cacher le véritable agenda, qui est le renforcement du gouvernement et l'atteinte aux libertés fondamentales de chacun. Toutes les excuses sont bonnes, écologie, inégalité sociale, il faut leur donner de plus en plus, et ensuite, promis, le monde ira mieux. Bon, on va finir avec un petit bonus, je vous avais promis qu'on allait parler d'autres femmes américaines, parce que quand on lit des trucs sur AOC, on a vraiment l'impression que les femmes n'étaient pas présentes dans la politique américaine, et que c'est vraiment très récemment qu'on laisse les femmes s'exprimer. Donc voilà, moi j'étais dans l'Idaho il y a 1 mois maintenant, j'ai visité le Capitole, où ils ont toute une exposition sur une des premières familles qui s'est installée dans l'Idaho et qui a vraiment
contribué à ce que l'État devienne un État et soit intégré dans l'Union. Et on voit vraiment que la femme dans cette famille avait un rôle de décision. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les États de l'Ouest, les États très ruraux, étaient les premiers à autoriser le droit de vote. En fait, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils se disaient surtout, c'était que les femmes travaillent là-bas, les femmes travaillent dans les fermes, les femmes contribuent, ce sont pas des femmes au foyer du tout, enfin surtout pour les pionniers du 19e siècle. Faut pas imaginer que la femme arrivait et ensuite allait dans des soirées mondaines et c'était tout ce qu'on lui demandait. C'était vraiment des femmes qui travaillaient et c'est pour ça, parce qu'elles travaillaient, parce qu'elles connaissaient la réalité du terrain, c'est pour ça que ces États-là étaient les premiers à autoriser le droit de vote pour les femmes. Voilà, on voudrait nous faire croire que c'est depuis la Seconde Guerre mondiale, mai 68 et tout ça, que les femmes ont vraiment des droits. Bullshit. En tout cas aux États-Unis. Donc déjà, il faut pas oublier qu'en 2008, il y avait une vice-présidente qui était candidate, donc vice-présidente pour John McCain, qui se présentait dans le Parti républicain contre Obama dans son premier mandat. Et donc, bien entendu, les médias l'ont traînée dans la boue, pour diverses raisons. En fait, la raison principale, c'est qu'elle est républicaine, donc en fait, on n'en parle pas. Et surtout pour s'aguerrir sur le plan international. On est seuls. Sarah Palin a décidé hier de visiter Paris et c'est l'objet de notre reportage. Hi, I'm Sarah Palin. Bonjour, je suis Sarah Palin. I love la tour de Pise. J'aime la tour de Pise. J'aime la culture française. How do you say that? Comment on appelle ça? Joconde. Joconde, j'aime la Joconde. I love gastronomie française. J'aime la gastronomie française. Je tire toujours mieux sur les cibles noires. I love la France. J'aime la France. Dans l'histoire politique plus récente, il y a Nikki Haley, qui était gouverneure de Caroline du Sud, donc aussi républicaine, et qui était représentante des États-Unis aux Nations Unies jusqu'en 2018. Il y a aussi Martha McSally, qui vient d'Arizona, donc elle, c'est la première femme à voler en combat dans l'armée américaine, elle avait le rang de colonel, et aussi de commander un squadron de chasseurs. Voilà, moi ce que je voulais dire, c'était que c'est pas difficile de trouver des femmes en politique aux États-Unis. Il y en a beaucoup qui viennent de différents milieux. En fait, ce qui est marrant de constater, c'est que tant que ce sont des républicains, il n'y a aucune couverture médiatique. Même dans la presse française, il y a eu des moqueries à pas finir sur Sarah Palin, alors qu'Hillary Clinton, avec tous ses scandales, c'était carte blanche. Bon, revenons sur Ocasio-Cortez. En fait, moi, ce que je vois, c'est qu'elle donne un visage plus jeune aux idées de Bernie Sanders, mais c'est surtout super dangereux. En fait, toute cette génération milléniale qui arrive sur la poubelle d'Internet et Twitter pour aller lâcher du socialisme dans tous les sens, parce qu'en fait, c'est ce qui manque aux États-Unis, alors que partout où ça a été essayé, ça n'a pas marché. Le socialisme, ça sert que à taxer ce qui marche et à subventionner ce qui marche pas, avec des interventions de gouvernement dans tous les sens qui décident ce qu'il faut que tu fasses de ta vie. Là, on te présente des socialistes avec un visage jeune, mais en fait qui poussent les mêmes idées que l'Union soviétique, donc c'est même pas la peine. Voilà, j'espère que vous avez appris plus sur Ocasio-Cortez. En fait, moi je critique pas les jeunes en politique, et surtout pas les femmes. Moi ce qui m'importe, c'est qu'il y ait des gens qui arrêtent de pousser du socialisme aux États-Unis. Ça a cassé complètement l'Europe, où maintenant on a des gouvernements qui sont monstrueux et qui décident de tout dans nos vies, qui nous taxent à l'infini. Aux États-Unis, c'est pas encore le cas et j'ai pas envie que ça arrive. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce vers le haut et lâchez un commentaire s'il y a d'autres personnalités politiques sur lesquelles vous avez des questions, si vous voulez discuter aussi ou d'autres personnes, Parti démocrate ou républicain, aucun problème. Si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser des gens autour de vous, n'hésitez pas à la partager. Et surtout, inscrivez-vous pour recevoir d'autres vidéos. Je vais faire d'autres vidéos trigger warning dans les prochaines semaines sur différents sujets. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, laissez-les en commentaire. Merci beaucoup pour votre attention, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, and God bless America.